je veux aux jeunes qui sont assis sur des chaises de bien vouloir céder la place à des personnes plus âgées qui sont assises par terre. On est dans un forum de bioéthique et si vous voyez des personnes âgées assises par terre autour de vous, ayez la courtoisie de leur offrir votre siège. Bonjour à tous, bonjour aux 3 autres salles qui sont connectées vers l'arrière et où j'espère que vous entendiez bien et que vous voyez bien. Merci d'être là aussi nombreux et je le comprends fort bien car Didier Sicard, qui nous accompagne pratiquement depuis le début de l'existence de ce Forum européen de bioéthique, est une des grandes consciences de la médecine française et d'ailleurs, il a été pendant quelques années président du Comité consultatif national d'éthique et je dois dire que souvent je le lis, même si je ne suis pas toujours d'accord, je le lis avec beaucoup de réflexion et je le relis par la suite parce que tous ces avis sont marqués au point du bon sens et méritent une forte réflexion. Nous avons une table ronde d'1 heure autour de Didier Sicard et autour des directives anticipées que nous avions déjà abordées hier, mais qui sont un vrai sujet de questionnement. Et avant toute chose, Didier Sicard, peut-être qu'il y a un peu de confusion sur les termes. Je suis sûr qu'il y a de la confusion entre le terme d'euthanasie, le terme de suicide assisté, et peut-être qu'on pourrait commencer par une salve de définition pour bien dire ce qui est quoi. Didier Sicard. Merci pour cette invitation. L'euthanasie, telle qu'elle existe dans notre monde, n'existe que dans 3 pays au monde. La Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Donc on ne peut adapter la définition de l'euthanasie que dans les pays qui la pratiquent. Je dirais un mot de la Suisse qui est absolument hostile à l'euthanasie, mais qui a une autre forme de donner la mort. L'euthanasie, telle qu'elle est pratiquée en Belgique, Hollande et Luxembourg, est à la demande de la personne, après une évaluation par des médecins, la possibilité à domicile ou dans un hôpital comme l'hôpital Bordet à Bruxelles, dans lequel j'ai été, de recevoir, après un rendez-vous qui est fixé généralement entre 4 et 8 semaines après la demande, une injection létale. Une injection létale, cela veut dire une injection avec un petit cathéter d'un barbiturique, c'est-à-dire un médicament anesthésique comme celui que l'on a quand on est opéré, et à un moment où, vous savez, on compte 1, 2, 3, 4, et puis les yeux se ferment et on perd conscience. Et lorsque la conscience est abolie, au bout de 20 à 25 secondes, il y a une deuxième injection de curare qui est destinée, depuis que les Indiens d'autrefois l'utilisaient dans leurs flèches, à arrêter le cœur et la respiration. Et donc tout cela dure entre 1 minute et 1 minute 30 et le décès est constaté. Donc l'euthanasie, indépendamment des définitions philosophiques, anthropologiques, elle a une définition politique, c'est-à-dire telle qu'elle est pratiquée dans les pays qui ont légiféré depuis 15 ans sur cette question. D'autres pays, comme la Suisse, mais pas la Suisse, 7 cantons sur 26, c'est-à-dire que ce n'est pas la Fédération de Suisse, c'est 1/3 des cantons, ont accès à ce qu'on appelle une assistance au suicide, c'est-à-dire, là encore, après une évaluation par un médecin, éventuellement un deuxième médecin, pour savoir si cette demande est fondée. Il y a un rendez-vous qui est pris, toujours
4 à 6 semaines après dans ces cantons pour que, généralement à 9 heures du matin, la personne se déshabille, met une robe de chambre, s'allonge sur le lit, seul ou en présence de sa famille, et on lui demande à 9 heures de prendre 2 comprimés de Primperan, qui est un médicament, on peut donner le nom générique méthoclopramide, mais le Primperan est plus connu, et que ce médicament est destiné à ce que le breuvage, comme diraient les Suisses, qui va être administré ne soit pas l'occasion d'un vomissement. Et donc, les 2 comprimés sont pris à 9 heures, et vers 9h20, 9h25, la personne de la structure d'aide au suicide, qui n'est généralement pas faite par des médecins, ce sont des volontaires, qui d'ailleurs sont volontaires bénévoles, mais avec une ambiguïté, parce qu'ils touchent tout de même une petite somme de l'équivalent de 400 ou 500 francs suisses, donc ce n'est pas totalement anonyme. Il y a l'offrande d'un jus d'orange dans lequel on met une ampoule qui contient 11 grammes de nitropenthobarbitate. Ce jus d'orange est absorbé en lui disant qu'effectivement, il ne faut pas qu'elle attende trop, parce que si elle attend trop, le médicament risque plus d'effet, et si elle ne le prend trop tôt, elle risque de vomir. Toujours est-il que le jus d'orange est absorbé un petit peu comme un grand verre à whisky, et à ce moment-là, la perte de conscience est extrêmement variable selon les personnes. En particulier les personnes qui ont des troubles respiratoires, et c'est le paradoxe, qui ont des apnées du sommeil, ont une capacité étonnante de résistance au barbiturique, parce que leur cerveau est habitué, au fond, en apnée du sommeil, à résister à l'hypoxie. Et donc, on peut avoir, statistiquement, c'est entre 3, 5, 10, 15, 30 minutes pour à peu près 80%. 10%, ça va être entre 1 heure et 4 heures. Et pour le reste, 10%, ça va durer plusieurs heures, voire 24 heures, sinon plus. Et donc, c'est une mort beaucoup moins brutale, beaucoup plus douce, et qui existe dans les cantons suisses, qui existe sous une autre forme en Oregon, aux États-Unis, où, là encore, après une évaluation médicale, les personnes peuvent demander dans une pharmacie particulière à recevoir directement ou même par voie postale ce produit, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de rendez-vous. Et les personnes peuvent le prendre ou ne pas le prendre. Simplement, si au bout de 6 mois, elles ne l'ont pas prise, il faut qu'elles retournent le produit à la pharmacie. Et dans l'ensemble, ce qui est assez étrange, c'est qu'environ 50% des personnes qui ont fait cette demande ne le prennent pas et meurent généralement de mort naturelle à l'occasion d'un cancer. Alors cette extension est en train de se produire dans l'État de Washington, pas la ville de Washington. Il y a en Californie une discussion, je ne sais pas très bien quel est l'état actuel en 2016. Le Québec avait demandé cet accès, la Cour du Québec l'avait accepté, mais l'État fédéral du Canada s'y est opposé au nom du caractère fédéral du Canada. Et donc actuellement, les seuls pays qui le font, donc c'est 3 États américains. Au Massachusetts, l'État de Boston, ils avaient, à l'occasion de la nomination du président Obama, comme souvent aux États-Unis, il y a plusieurs votes en même temps que l'élection présidentielle ou l'élection des députés. Il y a des petits votes comme ça, locaux d'États. Et alors que les sondages prédisaient que l'État de Massachusetts allait rendre possible l'assistance au suicide, eh bien, le vote a refusé ces sondages et donc le Massachusetts n'a pas été un État qui a accepté. Donc on se trouve en 2016 dans une situation un peu étrange où en Europe, il y a 3 pays qui ont accepté depuis 15 ans l'euthanasie selon la forme dont je viens de vous parler. Il y a
un seul pays, la Suisse, où l'assistance au suicide est totalement différente de l'euthanasie telle qu'on conçoivent les Suisses, parce que je me souviens avoir discuté avec le directeur de cabinet du ministre de la Justice fédéral qui m'a dit « En Suisse, il n'y aura jamais d'euthanasie ». Donc l'idée que la Suisse est comme la Belgique, la Hollande et le Luxembourg n'est pas vraie. Simplement, effectivement, la Suisse permet, généralement pour les habitants de ces cantons, si ils habitent dans d'autres cantons, il faut qu'ils déménagent dans le canton qui accepte cette assistance au suicide. Et il y a parmi les structures, qui sont les structures privées, une structure qui s'appelle Dignitas et qui permet à des personnes européennes, en Allemagne, en Italie, en France, de pouvoir y accéder moyennant des émoluments qui sont dans l'ensemble entre 8 et 10 000 euros. Pour les personnes qui résident en Suisse, il y a une sorte d'abonnement dès qu'on participe à cette association qui fait qu'on verse chaque année entre 50 et 80 euros. Et le jour où on le décide, l'acte, à ma connaissance, est gratuit, mais l'association est suffisamment pourvue de fonds pour qu'elle puisse dédommager les personnes qui vont aider la personne à se suicider. Donc voilà les choses. Je ne parle pas d'idéologie, je ne parle pas de c'est bien ou c'est mal, simplement les faits et le rapport à la loi de l'euthanasie et de l'assistance au suicide. Alors ça, c'est la situation de certains de nos voisins. Bien entendu, et tout le monde le sait ici, la France n'a pas échappé à ce débat. Et d'ailleurs, Didier Sicard, tu as été sollicité par le président de la République pour refaire le point avec la population. Et je sais même que tu es venu à Strasbourg pour une réunion publique pour établir un rapport. Ma deuxième question est la suivante. Qu'en est-il en France aujourd'hui et que penses-tu de la loi appelée Leonetti? Mérite-t-elle encore un toilettage ou est-ce, de ton point de vue, un point abouti que nous ne dépasserons peut-être pas? Aucune loi n'est parfaite. Ce que je crois, c'est que elle va dans... Si le sens de l'histoire existe, je ne suis pas absolument certain de cette affirmation, mais depuis la loi Kouchner de 2002, depuis la loi 2005, il y a progressivement un renversement du pouvoir de la médecine au profit du pouvoir des malades. Et que ce renversement, à mon sens, a fait un pas de plus dans cette loi qui vient d'être adoptée il y a quelques jours, non pas par les deux parlements, Sénat et Assemblée nationale, mais par la commission mixte paritaire qui est faite de 3 députés et 3 sénateurs et qui augure, à mon avis, de façon à peu près certaine, du fait que la loi sera adoptée en l'état vers le 5, 10 ou 15 février, ça dépend du calendrier électoral. Cette loi, si on poursuit le raisonnement du pouvoir du malade, pour la première fois, dit que, dans la limite du possible, c'est la personne elle-même qui, par sa demande, si elle est consciente, ou par ses directives anticipées, si elle ne l'est pas, peut demander qu'une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, à l'hôpital ou à domicile, ce qui est important. Donc c'est la première fois ce que les lois de 2005 ne permettaient pas, parce que les médecins n'avaient pas accès aux médicaments, donc permettent que cette demande soit pratiquée par la médecine à la demande des personnes. Et par conséquent, cela a, à mon sens, un double intérêt. D'une part, d'éviter autant que possible la clandestinité d'actes qui tomberaient, alors là, extraordinairement sous le coup de la loi, alors qu'on peut être frappé a posteriori dans l'historique des années 60, 70, 80, où la médecine s'autorisait à pratiquer des actes létaux dans la plus totale impunité, ignorance, et que la société ne protestait pas. Elle trouvait que quelqu'un disparaissait à l'hôpital, c'était très
très bien ou très mal, très douloureux, mais ce n'était pas l'occasion d'une protestation. Et au moment même où, au fond, la réflexion éthique a commencé à apparaître en médecine dans les années 80, avec l'influence anglo-saxonne, que la médecine s'est ressaisie et qu'elle a considéré que ces actes terminaux, ces actes létaux, étaient d'une violence absolument incompatible avec l'acte de soin. Et donc, à ce moment-là, et de façon un peu étrange, au moment même où la médecine a arrêté les actes d'euthanasie, qui n'étaient ni des actes, comme on le voit en Belgique, Hollande, avec une injection létale, avec un peu de curare, même s'il y a eu, semble-t-il, pour bonne maison, un seul acte, mais c'était des actes d'une perfusion qui entraînait la mort en 1 ou 2 heures, mais qui était un acte volontaire dans l'ignorance du malade. Et de l'autre, fait que ce sentiment, au fond, de respect de la demande du malade, là encore, dans une limite peut-être utopique, parce que qu'est-ce que c'est qu'une demande du malade? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est le geste? Est-ce que c'est l'entourage? Enfin, c'est extrêmement difficile d'être certain, effectivement, sauf quand il y a une écriture dans les directives anticipées, que cette demande est parfaitement justifiée, qu'il n'y a pas de troubles cognitifs. On pourra parler d'Alzheimer éventuellement tout à l'heure. Eh bien, je pense que cette loi apporte une sécurité double. D'une part, qu'il n'y aura pas d'acte de fin de vie si la personne ne le demande pas. Et il y aura une sédation profonde et continue jusqu'à la mort si la personne le demande. Autrement dit, c'est un renversement que je pense la société n'a pas encore perçu, et que c'est une loi qui, contrairement aux autres, alors elle n'est pas forcément parfaite, ceux qui sont pour l'euthanasie à la Belgique, Hollande, diront mais non, nous n'avons fait un pas de côté, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Je pense que c'est une loi de liberté. C'est-à-dire que ce moment ultime de notre vie à chacun fait que ce que chacun espère, c'est qu'on ne raccourcisse pas sa vie sous quelque prétexte que ce soit dans une sorte d'indifférence, de coût économique, et en même temps que si on en a assez, qu'on ne supporte plus l'existence, que ce soit pour des raisons de douleur, des raisons de maladie, de décharnement, bref, tout ce qui peut arriver à un moment de notre vie où la seule espérance, c'est de pouvoir mourir, fait qu'on a accès. Mais cette mort, par une sédation profonde et continue, elle est dans la continuité du soin. Il n'y a pas un rendez-vous pour que ce soit le 25 janvier 2016. Ça peut se produire. Il n'y a pas d'anticipation, il y a simplement cette demande, et il n'y a pas d'expertise pour savoir si cette demande provient de quelqu'un qui n'a pas compris. Bien sûr, il y a un minimum d'attention à ce que cette parole soit reliée à un minimum de conscience, mais il n'y a pas de jugement par une commission qui viendrait statuer à domicile ou à l'hôpital pour savoir si cette demande est justifiée ou non. Et donc, je pense que certains disent que c'est une étape. Je pense que le mot étape supposerait qu'il y a d'autres étapes à venir. J'ai le sentiment, après avoir quand même beaucoup travaillé sur cette question depuis 15 ans, que c'est une loi d'équilibre et qui en particulier a l'avantage de respecter d'autres cultures, des cultures étrangères pour lesquelles la question ne se pose même pas, que ce soit les cultures musulmanes, les cultures juives, les cultures catholiques, pour lesquelles mettre fin à la vie révolte ou révulse. Et donc il y a une sorte de protection parce que ce soit les handicapés, on en parlait tout à l'heure, les enfants porteurs de trisomie ou les enfants atteints de troubles majeurs comme handicapés moteurs cérébraux, m'ont dit leur angoisse,
que s'il y avait une loi qui disait que l'euthanasie était possible, même sur tous les modèles belges, ils auraient très peur. Ils auraient très peur que dans un hôpital, la loi soit permissive et que cela, au fond, permettrait que des euthanasies, au nom de leur acceptation, alors qu'ils n'auraient pas compris quels étaient les gestes qui allaient être faits, allaient leur être proposés. De la même façon, j'étais frappé de voir, on parle beaucoup des migrants actuellement, j'ai rencontré les vieux Algériens qui sont en France depuis 30 ans, qui ont travaillé chez Renault, qui ont 80 ans, 85 ans, qui ne peuvent plus retourner dans leur pays, et qui me disaient que s'il y avait une loi sur l'euthanasie en France, ils auraient très peur, parce qu'ils auraient l'impression que, au fond, ils restent ici parce qu'ils ne peuvent plus retourner en Algérie, et qu'ils savent que le système médical français est d'une grande générosité, et que si dans la loi il y avait l'euthanasie, on pourrait leur expliquer que c'était à eux de demander, mais ils auraient l'impression que ce simple mot écrit dans la loi allait les rendre particulièrement angoissés. Donc voilà mon sentiment actuel sur la loi. Je pense que c'est une loi d'équilibre, que évidemment il y aura toujours des adversaires qui considéreront qu'on va trop loin, et ils diront mais c'est pareil, euthanasie, sédation profonde. Je pense que c'est radicalement différent. Si j'ai un cancer du pancréas et que je sais que ma durée de vie est de 6 mois, je pense qu'au moment où j'atteindrai 5 mois et demi, que je vois que je n'en peux plus, j'ai le sentiment que pouvoir accéder de façon libre, légale, à cette demande sans que le médecin ne s'offusque et dise ça va aller mieux, il faut tenir, et que je puisse faire cette demande et que je puisse m'endormir définitivement dans la relative sérénité et douceur, je pense que c'est un progrès pour une mort qui, dans notre pays, a, à mon avis, au XXe siècle et au début du XXIe, pas eu, disons, la dignité. On parle beaucoup de mourir dans la dignité, etc., mais la mort n'a pas eu la dignité qu'un pays développé comme la France devrait avoir par rapport, et c'est le paradoxe, à des pays émergents, d'Asie, d'Amérique du Sud, où celui qui va mourir est beaucoup plus important que celui qui vit, et qu'en France, celui qui va mourir, en dehors du cercle familial, est considéré comme une situation qui devrait se passer, et on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Il ne faut pas non plus que les vivants soient dérangés dans leur vie courante, et le mourant ne fait plus partie de la société. Et je trouve que là, il y a une espèce de retournement qui est en cours et qui fait que le moment de notre mort ne sera pas un moment comme les autres, mais un moment d'attention et un moment de respect, et pouvoir aussi accéder à ce que ce moment n'en finisse pas. Mais Didier, permets-moi de faire un peu l'avocat du diable, mais tu as utilisé un exemple, le cancer du pancréas, et tu dis quand je n'en pourrai plus, mais quand je n'en pourrai plus, c'est pas forcément le moment de la mort naturelle. Il peut le précéder de quelques semaines, voire de quelques mois. Ma question est la suivante. Est-ce que la sédation profonde et continue dont tu parles ne risque pas de se prolonger pendant pas mal de temps? Oui, c'est effectivement la remarque que l'on fait habituellement. Sauf à pousser la seringue plus fort, ce qui ne serait plus la sédation profonde. On se retrouve devant la situation de l'assistance au suicide. Quand on va prendre la potion de nitropentobarbitate de 11 grammes, la mort peut survenir en 3 à 5 minutes, elle peut mettre 24 heures, voire plus. Dans l'ensemble, dans l'état dans lequel on peut demander une sédation profonde et terminale, que ce soit une insuffisance respiratoire, que ce soit un cancer du sein, un cancer du pancréas, un cancer digestif, métastatique, un myélome, etc. La résistance du corps peut être grande, mais dans l'ensemble, la mort survient. Et elle survient dans les quelques heures. Et que nous sommes dans une société où l'impatience de l'entourage vis-à-vis de l'agonie est devenue insupportable. Et c'est la première fois dans le monde que
une mort qui tarde à venir finit par apparaître comme une violence et un aspect insupportable. D'abord, ça peut arriver, mais je pense que ça sera marginal. Et puis, il n'y a pas de raison pour que la façon de le pratiquer ne soit pas attentive à cette dimension du temps. Et je crois que l'idée que c'est une euthanasie déguisée sous forme simplement d'un temps infini, d'une souffrance, me paraît tout à fait excessive, et qu'une sédation profonde et terminale, de quelques heures, me paraît un abandon de la vie qui n'a rien de révoltant pour l'entourage. Alors, on comprend à peu près la position de la loi française pour quelqu'un qui est véritablement en fin de vie, mais tu le sais comme moi, et sans vouloir faire de polémique, il y a eu et il y a un certain nombre de cas où des personnes défigurées par une tumeur, mais pas du tout encore en fin de vie, peuvent être amenées à demander de mettre fin à leur jour. Actuellement, n'étant pas en fin de vie, il ne leur reste qu'une seule solution, c'est de partir en Suisse. Et est-ce que la loi prévoit cette situation de personnes souhaitant mettre fin à leur jour alors qu'ils ne sont pas encore en fin de vie? Tout à fait. Je me souviens, quand il y a eu le drame de Chantal Sébir, je me souviens avoir été appelé en consultation, non pas auprès de Chantal Sébir, mais auprès de la commission qu'avait installée le président Sarkozy. Et je regrette personnellement d'avoir dit devant les arguments des médecins qui disaient « mais elle refuse tout, elle refuse les médicaments antalgiques, elle refuse la radiothérapie, elle refuse la chimiothérapie, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et moi, je n'avais pas d'imagination. Et je pense que si j'étais en 2016, j'aurais donné un avis extrêmement formel que cette femme qui avait une tumeur du visage qui déformait, qui refusait, c'était son droit le plus strict, de refuser tout médicament, avait parfaitement le droit qu'une sédation profonde et continue lui soit administrée jusqu'à la mort, parce que le refus de soins, le refus de traitement, pas le refus de soins au sens soins quotidiens, mais que le refus de traitement est une liberté, et que ce n'est pas parce qu'on refuse un traitement qu'on doit pouvoir agoniser de façon prolongée sur quelques semaines, voire quelques mois. Une sédation profonde et continue administrée à domicile, en 2016, aurait pu lui être donnée. En revanche, l'histoire très médiatique de la mère de Lionel Jospin et de Noël Châtelet, qui dit qu'à 92 ans, sage-femme, elle ne voulait pas avoir une vieillesse qui soit, comme certains le disaient, un naufrage, avait demandé donc à sa fille d'accumuler des médicaments, et vous connaissez tous le livre de Noël Châtelet. Et quand j'ai fait la mission demandée par le président de la République, j'ai demandé aux Hollandais, aux Belges, si dans une telle situation, ce qu'ils auraient fait. Et le paradoxe est que les Hollandais m'ont dit « mais il n'est pas question que ce cas rentre dans les euthanasies. Et donc, vous êtes en France beaucoup plus avancé que nous. Peut-être qu'un jour, nous le ferons. » Et c'est le paradoxe d'un pays qui, comme la France, interdit l'euthanasie et qui considère que, comme un extraordinaire exemple de solidarité avec la personne âgée qui ne veut pas au fond, disparaître dans le désastre, il y a une sorte de jusqu'au-boutisme que même les Hollandais, au fond les seuls pays au monde qui ont légiféré sur ce point, n'auraient pas accepté. Ce qui est un peu étrange, parce que, au fond, c'est le rapport du vieillissement. Le vieillissement en tant que tel n'est pas un facteur qui conduit à l'euthanasie. Le problème, c'est que le vieillissement dans la solitude
peut aboutir à un état de marasme qui peut, à ce moment-là, et peut justifier que la Commission donne son accès. Mais ce n'est pas l'anticipation du vieillissement que je redoute qui permet que l'acte d'euthanasie puisse se produire. Alors, tout ceci est bel et bien quand on a affaire à une personne qui est éveillée, consciente et communique, mais il y a une bonne partie de ces situations qui se déroulent alors que la personne n'est plus consciente. C'est la question des directives anticipées, et la question qui est posée par beaucoup de citoyens est la suivante: à quoi ça sert d'écrire des directives anticipées? Et d'ailleurs, fort peu en écrivent. Je crois que c'est entre 1 et 3% des Français qui ont rédigé leurs directives anticipées parce qu'ils ne savent pas où, ni comment, ni sur quel support et où doivent-ils laisser ces directives. Donc c'est une question. Mais si la directive anticipée sous-entend et demande une euthanasie, elle ne pourra de toute façon pas donner lieu à son application en France, puisque c'est contraire aux lois de la France. À quoi sert donc de faire des directives anticipées si elles ne peuvent pas être suivies des faits? Les directives anticipées, dans la nouvelle loi, sont contraignantes. C'est-à-dire que la médecine, au sens abstrait du terme, est obligée de l'accepter. Obligée, sauf si la demande est illégale. Et effectivement, dans la loi française, l'euthanasie, selon les canons du Benelux, est actuellement illégale. Les directives anticipées couvrent beaucoup plus largement la question. La question essentielle, c'est que le jour où je suis dans un état d'inconscience prolongé, définitif, je serai dans les mains de la médecine qui pourra me proposer ou faire des pratiques thérapeutiques ou diagnostiques devant lesquelles je suis impuissant, et ma famille pourra donner éventuellement un avis, mais elle-même sera impuissante à changer quoi que ce soit. Les directives anticipées, c'est donc un document de liberté que l'on écrit à 20 ans quand on fait du parapente, à 50 ans quand on perd l'un de ses parents dans une situation de dégradation physique, cognitive, devant laquelle on ne veut pas aller, ou bien que on a une tumeur et qu'un jour cette tumeur peut donner une métastase au cerveau, et par conséquent qu'on sera inconscient pour participer au choix de sa fin de vie. Donc c'est un document dont on vient de terminer. J'ai présidé la commission sur cette directive anticipée, qui sont des documents de à peu près 5 ou 6 pages, que le Conseil d'État entérine après-demain, jeudi, qui nous a demandé à peu près 1 an de travail, et dont on a essayé, que vous allez pouvoir consulter dès que la loi paraît, c'est-à-dire en février ou en mars, vous pourrez en juger, qu'on a essayé de rendre un peu différent des documents étrangers, documents de la DMD ou les documents habituels de la Caisse nationale de l'assurance maladie. C'est-à-dire un document qui essaye de dire, mais au fond, qu'est-ce que vous demandez? On ne demande pas de cocher des croix. On demande que les gens puissent s'exprimer dans la liberté avec leurs mots, de pouvoir dire ce qu'ils craignent. Et je pense que la plupart des personnes craignent de se retrouver comme dans les situations médiatiques que vous connaissez tous, de se retrouver à son insu, branché sur le plan respiratoire, sur le plan cardiaque, sur le plan rénal, d'avoir des investigations inutiles qui éventuellement rendent plus service à la médecine qu'à la personne, et de pouvoir dire que si on est inconscient de façon définitive, voilà ce que je redoute, voilà ce que je ne veux pas. Je ne veux pas terminer mes jours à l'hôpital, si c'est possible, parce que on peut imaginer aussi que
vivre dans un taudis, dans une seule pièce, avec 8 enfants, ça peut paraître extraordinairement difficile, mais au moins de dire voilà ce que je ne veux pas, voilà ce que je souhaite. Je ne veux pas que si j'ai un cancer et que ce cancer atteint des métastases et que par hasard la nuit je tombe dans le coma, eh bien je ne veux pas qu'on me réanime. Si j'ai une insuffisance respiratoire et que je suis au fond au bout de ma respiration et que je ne veux pas survivre avec une trachéotomie, je le dis. Et si je suis inconscient, je ne pourrai plus le dire. Donc les directives anticipées, ce n'est pas une perte de chance, c'est simplement pouvoir s'exprimer à un moment, à divers moments de sa vie. On peut le réécrire 10 fois, le détruire ce document. A priori, plutôt le remplir avec le médecin dans lequel on a confiance, ou le remplir avec ses enfants, avec ses parents, mais c'est plutôt assez intime, avec son conjoint. Et cela d'ailleurs s'accompagne de la nomination d'une personne de confiance qui est très peu présent dans l'espace français, alors que dans la plupart des pays européens c'est très banal. C'est comme les directives anticipées, tu disais 1 à 3%, en Allemagne c'est 18%, en Italie c'est 15%, en Angleterre c'est 20%, donc on est quand même dans un pays qui ne veut pas enfermer l'avenir. C'est en aucune façon enfermer l'avenir, c'est dire si je ne peux plus exprimer mon sentiment, quoi qu'il soit, en même temps je peux très bien dire moi je laisse la médecine faire ce qu'elle a, je n'ai pas envie d'intervenir, c'est une totale liberté. Mais si je n'ai pas envie de rester comme ça dans un lit d'hôpital pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que la médecine a les capacités de me faire vivre 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne veux pas être comme cela, ou je veux être comme cela, eh bien, seules les directives anticipées permettent, au fond, d'exprimer un choix. Parce que quand on est conscient, on peut très bien dire, écoutez, je veux arrêter les soins. La loi, vous ne voulez plus avoir de sonde à oxygène, vous ne voulez plus de perfusion, je ne veux plus d'alimentation, c'est une liberté totale de pouvoir dire, je ne veux pas. Mais si on est dans le coma définitif, dire je ne peux pas est impossible. Donc les directives anticipées sont destinées quand même à un nombre de situations quand même assez réduites. C'est je ne pourrai plus m'exprimer à ce moment de mon existence. Si je fais un accident vasculaire cérébral massif et que mon cerveau est détruit, je ne veux pas que la médecine s'acharne à me maintenir en vie, ce qu'elle peut parfaitement faire, éventuellement à la demande de la famille ou à la demande d'amis. Et donc je trouve que ces directives anticipées devraient peu à peu rentrer dans une culture générale, une culture de liberté, mais qui prend en compte aussi les inquiétudes. Qu'est-ce que c'est que... C'est très difficile, on ne peut pas anticiper sa fin de vie. C'est une absurdité de dire qu'on va pouvoir réellement prévoir la façon dont on va mourir, qui vous surprendra. Ça peut être un accident de voiture, une mort subite dans la rue, un cancer, une embolie pulmonaire. On ne sait pas. Simplement, on a envie peut-être de se dire que si on n'est plus capable d'exprimer un sentiment sur ce que l'on souhaiterait dans la possibilité d'expression, que l'on puisse dire je ne veux pas ça, je ne veux pas rester inconscient avec des suppléances pulmonaires, cardiaques, respiratoires, urinaires, dialyse, je ne veux pas rester un corps en survie inconscient. Et je pense que c'est une liberté qui devrait être prise au fond, que les Français s'approprient. Et la seule chose que je puisse dire, c'est quand j'ai présenté au Conseil d'État et à la HAS ce document, la seule reconnaissance que j'ai eue, c'est que les conseillers d'État et les directeurs de la HAS m'ont dit « Ah, on a envie de les remplir ». Donc si eux ont envie de la remplir, comme je l'ai remplie, et je l'ai remplie, au fond, à fur et à mesure que je travaillais, j'aurais jamais rempli mes directives anticipées avant. Maintenant que ce document existe,
j'ai envie de le remplir, ce sera votre liberté d'en juger. Alors, où le trouve-t-on et à qui le confie-t-on? Question importante. D'abord, il faut que la loi passe et elle passera en février. Ça va être fait. Alors, la question importante, c'est que si elle est dans le secrétaire, sous l'édredon, sous les draps, il y a peu de chances qu'elle soit accessible. Alors, les Américains en particulier ont fait que, à l'hôpital, les directives anticipées sont sans cesse sollicitées et quand elles existent, elles sont sous la forme d'un document rouge-violet et qui est très présent dans le dossier hospitalier. Et les dossiers hospitaliers français, qui sont encore, à mon avis, insuffisamment passés au numérique, c'est un dossier, c'est une feuille qui disparaîtra. Donc, il est prévu, et j'en parlais donc avec le rapporteur au Conseil d'État, que s'il y a des directives anticipées, elles soient inscrites sur la carte vitale, non pas au sens ce que je veux, ce que je ne veux pas, parce qu'on ne peut pas, dans la complexité, on peut dire des choses dans un document qu'on ne peut pas mettre comme ça par informatique, un oui-non ou en cochant les croix. Mais le lieu où elles sont accessibles, et que à partir du moment où la carte vitale est forcément sollicitée par quelque institution médicale que ce soit, immédiatement le lieu est signifié. Et ça peut être dans le manteau, ça peut être avec la personne de confiance, ça peut être dans la famille, mais ce document apparaît à ce moment-là à l'occasion d'une deuxième demande. Elles existent et pouvoir y accéder, mais sous la forme d'un document libre ou un document légal, mais ce document libre doit être agrafé au document légal pour que l'on ne puisse pas, par exemple, j'ai pas envie de mourir comme un légume, ça ne veut rien dire, c'est pas quelque chose qui a une valeur contrainte. À partir du moment où la médecine est contrainte de le faire, il faut qu'on dise des choses, voilà ce que je ne veux pas et voilà ce que je souhaite. Alors, on va donner la parole au public, mais avant tout, je vais demander à Claire Bacot, étudiante à l'ISEG, de bien vouloir se lever, de venir vers nous pour faire une introduction au débat. Puis je donnerai la parole à nos deux ambassadeurs du lycée Jeanne d'Arc. Claire, je vous donne le micro, on va allumer les lumières. Et puis vous allez nous faire votre introduction au débat. Oui, vous tournez vers la salle. Ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans le cadre de notre cours de sociologie de deuxième année à l'ISEG Marketing et Communication School à Strasbourg, nous avons la chance de participer à cette 6e édition du Forum de bioéthique 2016, consacré aux normales et aux pathologiques. Donc, parmi les sujets de conférences proposés, celui des directives anticipées a retenu notre attention. En effet, choisir les conditions dans lesquelles nous souhaitons mettre fin à notre vie a soulevé en nous de nombreuses questions. Depuis la loi Leonetti du 22 avril 2015, toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger ses directives anticipées. En d'autres termes, elle peut exprimer ses souhaits relatifs à sa propre mort, avant d'être dans l'incapacité de le faire, dans le cas où elle serait atteinte d'une maladie grave et ou incurable. Nous avons tous entendu et ou suivi de près ou de loin l'affaire Vincent Lambert qui a mis en lumière l'importance de cette déclaration écrite. Alors que l'équipe de soins palliatifs ainsi que son épouse sont en faveur d'un processus de fin de vie, certains de ses proches s'y opposent fermement depuis plus de 2 ans. En l'absence de directives anticipées et étant donné qu'aucune communication sur ces volontés n'a pu être établie, on ne peut toujours pas à ce jour affirmer ou infirmer sa volonté de mourir. Cette affaire est donc toujours d'actualité. À travers ce débat, nous espérons donc avoir des réponses quant à nos interrogations concernant le choix anticipé de sa propre mort. Il est néanmoins sûr qu'il est primordial de respecter les volontés de fin de vie et que cela constitue une forme de considération et d'honneur pour le patient. Merci. Merci. Alors, Nadia. Mathieu, il marche? L'autre marche. Alors, une demande de parole. Oui, Pierre Etoffière.
Oui, Pierrette Ouffière, avocat honoraire et membre de l'espace éthique régional Midi-Pyrénées. Quelques précisions, peut-être le texte définitif que je n'ai pas encore eu le temps de consulter y répond-il. Mais tout d'abord, j'ai compris dans un premier temps que la possibilité de rédiger les directives anticipées allait porter la lecture des projets de la Haute Autorité de Santé, m'y conforte pour l'instant, uniquement sur la possibilité de demander l'arrêt des traitements. Je fais simple. Il ne m'apparaît pas que dans les directives anticipées à caractère contraignant, la demande de sédation soit prévue par le texte rédigé par la loi. Alors évidemment, c'est un corollaire, allez-vous me dire, puisque l'arrêt des traitements permet à la demande du patient de demander la mise sous sédation. Mais dans l'aspect contraignant, je me demandais s'il ne se limiterait pas à l'arrêt des traitements et si la demande de sédation, qui n'est apparemment pas prévue par le texte, comme devant être comportée dans les directives anticipées avec le caractère contraignant, le deviendrait. Voilà. Et ensuite, vous avez parlé de la carte vitale et il m'a semblé, toujours sous réserve du texte définitif, que ce projet avait été abandonné dans les dernières propositions de loi, que ce soit Assemblée ou Sénat. Par contre, la mise en place d'un registre national, elle, me semble toujours prévue. Je vous remercie si vous avez des éléments récents à apporter sur cette question. Didier Sicard. On sent vraiment l'avocate. Hein. Non, très simplement, la loi, telle qu'elle va sortir, parle de façon explicite de la sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Et les directives anticipées l'expriment aussi que voilà ce que l'on demande. Si je ne suis plus en état de pouvoir exprimer ma volonté, je demande ou bien je laisse la médecine en juger, mais j'ai le droit de demander que dans cette situation, on m'administre une sédation profonde. Et c'est écrit en toutes lettres. Comme j'ai le droit que cette sédation profonde et continue me soit administrée à domicile, ce qui était impossible en 2005, ce qui donne tout de même une liberté et un encouragement aux directives anticipées. Parce que le paradoxe, simplement, c'est que la médecine peut faire vivre de très longues années dans un état, et Vincent Lambert, dont vous le rappeliez, ou la précédente, fait que les directives anticipées sont faites pour justement qu'il n'y ait pas l'embarras d'une famille ou la dislocation d'une famille, et que les directives anticipées sont un document contraignant, mais contraignant pour tout le monde. Alors, il y a une demande de parole ici, peut-être aussi les grands témoins. Je n'oublie pas les grands témoins. Voilà. Parce qu'elles ont beaucoup travaillé tout au long de l'année avec leurs enseignants. Merci beaucoup. Deux questions ou deux remarques. La première, en ce qui concerne les directives anticipées, je ne connais pas la forme qu'elles vont avoir. Personne ici, ou très peu de personnes les connaissent. Par contre, vous disiez qu'il ne s'agit pas de cocher des croix. Mais je pense, on voit tous les questionnaires qualité dont on est abreuvé. Est-ce que ça ne serait pas plus facile aujourd'hui, plutôt que d'imaginer toutes les catastrophes qui vont m'arriver dans les 55 prochaines années jusqu'à l'âge de 120 ans, de cocher ce que je ne veux pas, on me le suggère, et peut-être avoir une page libre où je peux exprimer des choses différentes. Première remarque. La deuxième, en ce qui concerne la Belgique, peut-on aller en Belgique? Je crois que vous l'avez abordé, mais je ne suis pas sûr. Si on a un petit pactole de 9 ou 10 000 euros qu'on met soigneusement de côté, on pourra aller en Belgique si on le souhaite ou pas. Et j'avais oui, en ce qui concerne la perte de conscience, et c'est un petit peu un lien avec la séquence suivante, quand on est en situation de maladie d'Alzheimer, on a une certaine conscience, on n'est pas dans l'inconscience, mais on a perdu énormément. Et je pense que là aussi, on devrait pouvoir s'exprimer avant et pouvoir avancer dans ce sens-là. Tout le monde n'a pas envie de rester pendant 5 ans à avoir la famille qui vient de temps en temps. Est-ce qu'il m'a reconnu, il ne m'a pas reconnu, etc. Vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que justement, à partir du moment où la médecine
par des raisons d'imagerie, des raisons d'examen, l'encéphalorachidien arrive à faire un diagnostic formel de plus en plus précoce avec des questions éthiques que ça pose. Mais d'Alzheimer peut encourager les personnes dans une situation débutante d'Alzheimer, sur lesquelles elles sont parfaitement accessibles, de pouvoir dire que dans un état d'avancée d'Alzheimer, elles ne voudraient pas et qu'elles demanderaient qu'elles puissent avoir accès à une sédation. Parce que inconscience, qu'elle soit un coma par hémorragie cérébrale ou un coma par inconscience liée à la phase avancée d'un Alzheimer, est parfaitement accessible. Non, je crois qu'il n'y a pas de... Justement, ça peut tout à fait encourager les personnes atteintes d'Alzheimer à une phase débutante d'anticiper, dans la mesure du possible, éventuellement leur avenir. Les croix, c'était un grand débat dans la commission que je présidais, c'était les croix. Les croix ont un côté réducteur. Alors, si on met des croix, les gens disent « mais non, moi j'ai pas envie d'être enfermé dans des croix ». Je ne peux pas vous lire, mais simplement, il y a trois phases. Il y a la première qui est « vous êtes en bonne santé et vous avez un accident ou un événement aigu ». Dans un premier temps, le médecin fera tout son possible pour sauver votre vie, mais vous pouvez avoir dans un deuxième temps des séquelles graves induisant une incapacité majeure et définitive de communication. Ou bien vous avez une maladie chronique et une aggravation survient qui vous rend incapable de vous exprimer. Le choix peut être fait de ne pas vouloir être réanimé si cet accident survient au cours de maladies graves et incurables. La rédaction des directives anticipées peut être l'occasion d'anticiper des situations susceptibles de survenir au cours de votre maladie. Vos choix conduiront à l'élaboration d'un projet de soins et de traitement par l'équipe soignante à qui vous en parlerez. Vous êtes à la fin de votre vie, votre grand âge, et un événement aigu survient, aggravant durablement une situation précaire ou qui pourrait entraîner la mort. Vous pouvez demander à votre médecin d'expliquer tout cela. Et donc, plutôt que des croix, je souhaite exprimer ici mes convictions personnelles, ce qui est important pour moi, pour ma vie, ce qui a de la valeur pour moi, ou ce que je redoute plus que tout, isolement, handicap, rejet, etc. Et mes directives concernent les décisions médicales. Je ne souhaite pas m'exprimer, liberté. Je souhaite m'exprimer à propos des situations dans lesquelles je ne veux pas que l'on continue à me maintenir artificiellement en vie, par exemple, traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral. Si je me trouve dans l'une de ces situations et si l'équipe médicale juge le pronostic particulièrement défavorable, je refuse les gestes suivants. Et donc, on donne une sorte de menu dans lequel les personnes choisissent ce qu'elles veulent dire de façon écrite. Les croix, ça me paraît pas forcément digne de parler d'une fin de vie avec des croix comme si on répondait à un questionnaire de consommateur. Alors, on a souvent dit les jeunes ne s'intéressent pas au vieillissement à la fin de vie. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent, qui ont travaillé ce sujet. Et je vous envoie un autre message, c'est que nous, on s'intéresse beaucoup à la vie des jeunes sur ce sujet. Claire Elstern, vous êtes Gilliane Elstern, vous êtes en terminale ES au lycée Jeanne d'Arc à Mulhouse, où on peut remercier les enseignants et la direction de cet établissement de vous avoir permis de vous approcher de tous ces sujets. Quelle est votre opinion ? Alors moi j'ai un avis assez partagé sur la question des directives anticipées. Tout d'abord, il est vrai que toute vie humaine doit être respectée et c'est bien dans ce cadre que les directives anticipées ont été mises en place. Elles ne permettent ni de vivre ni de mourir sans écourter la vie ou décider de donner la mort. Donc ces directives visent à préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, en prévoyant ainsi l'hypothèse où nous ne serions pas à ce moment-là en capacité d'exprimer notre volonté. Donc les directives vont entraîner une sédation profonde jusqu'au décès des malades en phase terminale et cette sédation est une altération de la vigilance et de la conscience pour apaiser les souffrances du patient. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir mis ces directives en place, tout d'abord parce que nous sommes en France, le pays des libertés, et que c'est important que nous puissions choisir la manière dont laquelle on veut mourir. C'est à nous de prendre cette décision si on est atteint d'une maladie grave ou incurable. Donc ces directives permettent d'abréger les souffrances d'un malade en fin de vie. Et donc malgré le fait que ces directives sont une avancée, je pense qu'il y a je dirais pas des failles, mais il y a des choses qui sont peut-être pas incomplètes ou pas assez connues du grand public.
Tout d'abord, donc, elles n'entraînent pas une mort immédiate du patient, mais elles la ralentissent. Et ce qui est vrai, c'est qu'on ne connaît pas vraiment le degré de souffrance engagée des patients dû à l'arrêt de nutrition et de l'hydratation. Bon, il est en sédation profonde et continue, donc on n'a pas vraiment de probabilité qu'ils sentent quelque chose, mais le vrai problème, c'est que les familles, elles vont s'inquiéter. Et puis l'arrêt de nutrition et puis d'hydratation va se voir sur le visage du patient. Donc forcément, ils vont s'inquiéter pour le patient et s'ils vont se dire s'il y a quelque chose sur le visage, il y a forcément quelque chose à l'intérieur qui se passe. Et donc la mort, c'est la finalité de cette directive anticipée, malgré le fait qu'elle n'entraîne ni la mort ni la vie. Elles vont donc ralentir l'échéance finale afin que le médecin continue à évaluer l'état du patient. Et donc ces directives vont permettre de garder en vie un homme qui va mourir, qui va peut-être souffrir du manque d'hydratation, de nutrition, mais au moins il ne subira aucun traitement s'il n'en veut pas ou d'opération. Donc c'est parfois une épreuve pour les proches et c'est difficile de voir la personne se dégrader de plus en plus devant vous sans pouvoir faire quoi que ce soit. C'est pour ça, à mon avis, que le tourisme de la mort existe, parce que en Suisse, le suicide assisté est autorisé et on a des familles qui sont prêtes à payer des grosses sommes d'argent pour pouvoir en bénéficier. Mais quand on y réfléchit, c'est vrai que ces directives anticipées sont quand même une alternative qui sont très proches du suicide assisté, parce qu'elles entraînent aussi la mort, une mort qui est sans souffrance. Même si les directives anticipées existent en France aujourd'hui, en 2015, on a seulement 2% de la population qui les a rédigées. Et je pense que c'est dû à un gros manque de communication. Quand, par exemple, j'ai dit à ma famille, à mes amis que j'allais participer à ce débat, ils m'ont tous regardé avec de gros yeux et m'ont demandé ce que c'était les directives anticipées. Donc je pense qu'il y aurait un travail à faire sur la communication, mais ce n'est que mon avis. Donc il est très difficile donc de faire ce choix, donc c'est très angoissant. Ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles on a du mal à les écrire. Donc par contre, c'est vrai que moi-même, je ne sais pas si j'aimerais qu'on me garde en vie, que je n'aurais peut-être aucune souffrance, ou alors qu'on essaie une dernière opération. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile parce que, comme vous l'avez dit, Jessica, on ne peut pas prévoir à l'avance ce qu'on va penser. Gilliane, pardon. Oui. Est-ce que vous pourriez juste un oui, petit peu c'est presque fini. D'accord, je vous remercie. Je vais prendre 2 questions ici. Hein. Oui, donc c'est juste pour dire à la fin qu'il faut juste en parler avec votre famille, avec vos avis, construire votre avis pour pouvoir faire votre propre opinion et puis éviter que si jamais ça vous arrive, vous ne saviez pas quoi faire. Alors, alors je vais prendre 2 questions ici hein, et ensuite je vais revenir à la tribune. Hein. Bonjour, je m'appelle Jessica du lycée Jeanne d'Arc à Mulhouse. J'avais comme question, considérez-vous la sédation comme étant un principe de non-assistance à personne en danger, du fait de donner un sédatif pour apaiser la douleur et donc par conséquent d'arrêter toute alimentation du patient? Et puis, vous aviez aussi une question, toujours Jeanne d'Arc, je crois. Oui, bonjour, je m'appelle Clémence. Ma question, c'était quelle est la place ou entre guillemets le rôle de la famille dans cette étape des directives anticipées quand le patient n'a pas rédigé ces directives anticipées? Et je me base notamment sur l'exemple de Vincent Lambert avec justement sa famille et ses parents et sa femme qui ont un avis opposé, qui peut avoir en soi le dernier mot, entre guillemets. Merci. Didier Sicard. Oui. On n'est pas obligé de passer par la phase de déshydratation et de dénutrition. Et le problème, c'est pas l'arrêt de soins, c'est même éventuellement, j'ai terminé ma chimiothérapie, je n'en veux plus d'autres, et on ne va pas attendre pendant 8 jours que la personne se retrouve dans un état de macération. Donc, ce droit d'une personne consciente ou ce droit dans une directive anticipée ne suppose pas le passage par le désastre du corps. D'autre part, la non-assistance des personnes en danger, en France, la non-assistance des personnes en danger, c'est issu de Vichy,
ou qui était le régime qui a dit que si un officier allemand ou un soldat allemand était blessé dans la rue, il fallait le sauver. Et donc c'est un principe juridique dont l'extension dans ce domaine paraît quand même un peu excessive. Et qu'on finit par l'utiliser, et à mon avis, ce serait trop long, mais quand le cabinet de Mme Taubira me disait l'assistance au suicide est une incrimination de non-assistance à personnes en danger, on voit très bien que la France est tétanisée par ce principe, mais dont l'usage me paraît assez différent. Quant à la famille, je pense que la famille, on le voit pour Vincent Lambert, elle est partagée entre les parents, la femme, les enfants. Les Suisses, dans ce domaine, sont beaucoup plus sages, et d'autres pays aussi. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'une famille n'est pas, chaque membre n'a pas une voix. Et que lorsqu'il y a une décision à prendre, c'est le conjoint ou la conjointe. Et si le conjoint ou la conjointe sont présents et s'expriment, on s'arrête là. Si le conjoint n'existe pas, ou partie, divorce, les enfants. Les enfants, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Alors évidemment, les enfants peuvent avoir un avis divergent, mais on s'arrête là. Et après, les frères et les sœurs, on s'arrête là. Et si éventuellement il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de frères et sœurs, les parents en dernier ressort. Et je pense que ça évite des conflits familiaux qui deviennent absolument indécidables dans une société. Pourquoi porter crédit à l'un par rapport à l'autre? Et je pense que dans la loi actuelle, ce n'est pas marqué. Moi, j'avais beaucoup plaidé pour qu'on puisse faire une hiérarchie dans la décision familiale, ce qui n'a pas été retenu. Mais je crains qu'au fond, un jour, ce sera retenu comme le conjoint l'emporte sur toute autre personne. Sarah Druhen, au lycée Jeanne d'Arc à Mulhouse, en terminale L. Oui. Alors, en tant que lycéenne, et ayant moi-même une personne en fin de vie dans ma famille, je pense que l'initiative de faire ces directives anticipées est un très bon moyen d'éviter notamment l'obstination déraisonnable, autrement dit l'acharnement thérapeutique, comme dans le cas, on l'a vu, de Vincent Lambert. Cette loi donc, qui permet à un malade de choisir les conditions de sa fin de vie me paraît importante, car elle permet un respect de l'être humain. Une personne qui aurait fait des choix toute sa vie, même malade, peut avoir, je pense, le choix complet de son existence. Une personne souffrante en fin de vie ne souhaitera certainement pas continuer dans une situation de douleur. Ce n'est plus vivre, c'est survivre. Et le fait de se dégrader physiquement, mentalement, peut aussi faire non seulement souffrir la famille, mais aussi les proches, autant que le malade. Il vaudrait mieux certainement un accompagnement comme le suicide assisté en Suisse. Cela aiderait ainsi la famille à faire le deuil, sans la douleur supplémentaire de savoir le proche en train de souffrir, car il est vrai que quelqu'un qu'on aime souffre, ça nous fait plus mal, beaucoup plus mal. Le problème principal, selon moi, et on l'a dit tout à l'heure avec Gilliane, est le manque d'informations. Au niveau de ma génération, quand j'en parle autour de moi, on me demande qu'est-ce que sont les directives anticipées. Alors certes, on ne veut pas l'entendre quand on a 18, 20 ans, mais juste le fait de l'entendre au moins une fois dans sa vie, je pense, peut avoir une répercussion dans l'âge adulte, le jour où on apprend qu'on a une maladie grave. On l'a dit tout à l'heure, selon l'INED, seulement 2% des Français ont fait des directives anticipées, justement à cause de ce manque d'informations. Il est vrai qu'on préfère ne pas y penser, mais je pense qu'il y a aussi la possibilité de désigner une personne de confiance, comme je l'ai vu récemment avec cette personne de ma famille, qui avait décidé de prendre ma mère car elle refusait d'y penser, elle refusait de voir la mort en face, mais elle savait qu'il fallait le faire et du coup, pour pallier à ça, elle a choisi la personne de confiance. Selon moi, les directives anticipées sont donc un bon moyen d'éviter un certain nombre de problèmes éthiques, un certain nombre de problèmes envers le respect de l'être humain. Didier Sicard, pour conclure. Paul Ricoeur disait que l'euthanasie, telle qu'elle est en Benelux, et le charlement thérapeutique sont les deux sœurs jumelles de notre indifférence. Et je pense qu'il y a une part de vrai. C'est-à-dire que ce que j'ai pu voir quelquefois dans les actes d'euthanasie en Belgique, c'est-à-dire qu'on idéalise pour l'entourage le fait qu'on puisse donner la mort. Mais
vous ne pouvez pas imaginer la douleur et la grande difficulté psychologique des enfants, des petits-enfants, d'avoir été là lors du passage de la vie à la mort en quelques secondes. Il y a quelque chose qui, dans notre cerveau reptilien, archaïque, fait que la mort soudaine a quelque chose d'une très grande violence. En revanche, une agonie qui n'en finit pas à être aussi insupportable, mais une agonie qui ne dure pas, et qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, je pense, permet de rassembler autour de cette personne que la vie s'en va et qu'il n'y a pas cette violence du passage de la vie à la mort. Au fond, je pense que la sédation profonde et continue, mais je n'arriverai jamais à convaincre tout le monde, me paraît être une liberté allant dans le sens de la prolongation du soin et non pas dans une sorte d'individualisme qui fait de chacun sa propre finalité. Nous sommes une société qui, par essence, est interdépendante. Celui qui va mourir, nous mourrons un peu avec lui, la mort de soi et la mort de l'autre aussi. Et donc, je pense que cette relation de notre propre mort et à notre mort future, à la mort des autres, fait que faire de ce moment tout, sauf un moment de débarras ou d'indifférence, me paraît très important. Merci infiniment Didier Sicard de toute cette sagesse. Et on se donne 5 minutes avant de reprendre la séance suivante. 10 minutes même, on a le temps. Hein.